etc., etc. Bon, l'ambivalence gauche-droite, ça montre bien que dans l'interprétation des présages, il faut être subtil, il ne faut pas être trop affirmatif dans un sens ou dans un autre. La divination, je crois, c'est quelque chose justement qui demande beaucoup d'ouverture, beaucoup voilà, il ne faut pas être figé, il faut être ouvert. On a aussi les oracles du matin et du soir. Il y a beaucoup de présages qui sont mauvais le matin, ils sont bons ou indifférents le soir. Il y a des dictons par rapport aux éternuements. Il y a quelqu'un de très sérieux, là justement, c'est Aristote, qui avait même réfléchi sur cette question des oracles, de pourquoi éternuer le matin serait d'un mauvais présage, et pourquoi pas le soir. Alors Aristote, je vais vous le lire, parce que quand même c'est quelqu'un de pointu sur la question. Pourquoi les éternuements sont-ils de mauvais augure depuis minuit jusqu'à la moitié du jour, tandis que ceux qui ont lieu de la moitié du jour à minuit passent pour être bons? N'est-ce pas parce que l'éternuement semble devoir nous arrêter davantage quand nous commençons quelque chose et qu'on est au début de ce qu'on fait? Aussi, quand il arrive au moment où l'on va commencer une chose, c'est alors qu'il nous détourne surtout de la faire. Or, l'aurore et l'intervalle qui va de minuit à midi est une sorte de commencement. Aussi, à ce moment-là, prenons-nous bien garde de ne pas éternuer, pour ne pas être arrêtés dans ce que nous désirons faire. Au contraire, l'après-midi et le soir jusqu'à minuit sont plutôt une fin et l'opposé du matin. Il en résulte qu'on doit prendre la même précaution, mais dans le sens contraire. Alors peut-être qu'on peut éternuer tant qu'on peut l'après-midi. C'est une petite parenthèse amusante. Bon. Il y avait aussi des dictons, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, un peu populaire, qui chante le matin, pleurera le soir, ou non, vous n'avez pas des comme ça? Bon, voilà. Tout ça, c'est un fond de connaissances oubliées qui était, je pense, lié à des savoirs ou à des réflexions spirituelles, ésotériques, liées à toute une perception beaucoup plus symbolique et spirituelle qu'on l'a aujourd'hui. Voilà. Et ce qui en est resté est parfois un petit peu amusant et anecdotique comme ça. Mais si on va chercher un petit peu, on verra qu'il y a un fond beaucoup plus évolué. On avait parlé tout à l'heure de passer sous les échelles. Hein. Il y a aussi les obstacles à l'action, le fait de mal se lever le matin ou d'un mauvais pied. Bon, je passe là-dessus, on pourra en discuter ensemble. Le dernier point, c'est le fait des rencontres liées à des personnes, ce qui est plus trait à la synchronicité dont parlait Jung. Et c'est véritablement un message qui est lié à l'Orient. Hein. L'Orient a beaucoup réfléchi sur cette question-là, et c'était le concept dont je vous avais parlé de Innen. Innen en japonais, c'est peut-être un peu l'équivalent du karma dans la pensée. En français, en alphabet, c'est I-N-N-E-N. I-N-N-E-N. Voilà. On dit yin-yang en coréen, mais je ne me rappelle plus en chinois. Parce que la complexité de la pensée orientale, c'est qu'un même caractère va se prononcer différemment dans chacun des pays. Au Vietnam, au Japon, en Corée. Alors si là j'ai le caractère chinois, voilà, là je pourrais vous le montrer si ça vous parle. Mais enfin bref, Innen. Mais vous allez voir, c'est intéressant, je pense. Si deux personnes, par exemple, se rencontrent dans un endroit bondé, une gare ou n'importe quoi, et puis leurs manches se touchent comme ça, on s'effleure, on sent quelque chose comme cela, eh bien, dans cette pensée orientale, on dit que cela est causé par des raisons cachées qui avaient leur raison, leur commencement des années auparavant. Ce n'est pas accidentel comme ça. Et c'est cela qu'on appelle Innen. C'est le fait, parfois, d'être dans des situations, des moments, des rencontres, d'avoir des sentiments de tiens, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle Innen. C'est un signe que quelque part, la destinée, c'est quelque chose qui se tisse, qui se fait, et pas seulement à partir de notre vie humaine à nous,
en tant qu'être né à un moment donné, elle vient de beaucoup plus loin par rapport à notre, non seulement notre lignage, mais même par rapport à notre pays, à notre culture, à l'histoire même, hein, beaucoup plus largement. On est un élément de tout un travail qui remonte loin, et toutes les choses qui se passent dans nos vies, finalement, sont signes de ce innen. On pourrait traduire un peu par karma, mais c'est pas encore tout à fait ça non plus. Et à cause c'est à cause de ce innen que l'on se rencontre comme cela. On se réunit de telle ou telle manière, où on a telle ou telle chose qui survient, mais ce n'est pas accidentel. C'est pas une réunion, une réunion d'affaires, c'est pas une rencontre comme ça. Cette rencontre est beaucoup plus évocatrice de la destinée, justement, de l'individu. Et dans le fameux Yi Jing, qu'on prononce parfois Yi King, cette Bible chinoise qui a beaucoup développé d'ailleurs tout ce concept justement de la rencontre, hein, puisque tout le travail de cette pensée chinoise, c'est d'essayer de lire un peu les signes de la destinée et de montrer que le moment même où on est là, de lire un peu le moment. Et ils arrivent à lire ce moment-là parce que justement, il y a ce innen, parce qu'il y a toute une destinée, et le Yiking, l'oracle du Yiking, ouvre un moment de ce cheminement de votre vie. Et à partir, parce qu'il arrive à ouvrir un moment de ce cheminement, il en tire des conclusions du passé et du futur. Alors bien entendu, après, on ne peut pas tout voir non plus. Il y a aussi une partie un petit peu nécessaire de voyance là-dedans. Hein. Voilà. Mais c'est un livre donc, qui explique la façon dont les choses se séparent et se retrouvent, et il a eu une très très grande influence dans la vie orientale, hein, de tout l'Extrême-Orient en général. Donc, et il y a un terme aussi qui est très très important au Japon particulièrement, qui fait le leitmotiv du zen, de la cérémonie du thé, et même dans la vie des arts martiaux. C'est le terme de Ichigo Ichie. Tous les Japonais connaissent ça, Ichigo Ichie. On dit ça très souvent d'ailleurs. Ça veut dire, dans la vie, chaque expérience est unique. Si on résume ça. Hein. C'est un petit mot de 4 caractères, un petit quatrain, justement. On a parlé des quatrains de Nostradamus il n'y a pas si longtemps avec Jacques. Il y a beaucoup de ces petits quatrains comme ça dans la pensée orientale. C'est aussi les koans, zen, un peu. C'est un petit mot très très simple. Hein. Ça veut dire une vie, une rencontre. Si on traduit littéralement, une vie, une rencontre. Mais un petit peu mieux dit, c'est dans la vie, chaque expérience est unique. Et le zen a porté ça au plus haut degré. Et dans le Bushido, dans la voie du samouraï, c'est encore plus vrai. Parce que là, chaque moment, pour le samouraï, décide finalement de la vie ou de la mort. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Hein. Quand on dit chaque moment est unique, pour le samouraï, ça a vraiment une signification, parce que dans ces gens-là, la vie, c'était un instant. Et il suffisait d'une erreur, hein, dans le maniement du sabre ou autre, et la vie était finie, ou alors elle durait. Et donc, quand il disait ça, Ichigo Ichie, ça a vraiment une signification lourde. Mais pour le maître zen, c'était aussi la signification de s'éveiller, de prendre conscience que chaque moment est unique. Chaque moment, c'est une notion d'éveil, de s'éveiller à une autre réalité, de prendre conscience justement de ses destinées et de ne pas vivre la vie comme une suite d'événements qui nous abattent, ou au contraire, on y va en pionnier, en conquérant, en tuant tout ce qui bouge, un peu hein, comme le commercial agressif, je dirais, ou autre, ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans une façon plus profonde de voir la vie. C'est le leitmotiv dans
vous verrez souvent ces caractères chinois sur des peintures sur soie quand il y a la cérémonie du thé. Les maîtres du thé ont toujours ce leitmotiv en exergue. Hein. Dans la vie, chaque expérience est unique parce que le moment de la cérémonie du thé, c'est aussi pour avoir cet éveil par rapport à ce moment présent et d'être là. Et de voir que le moment où on est ensemble est une rencontre et un moment unique et précieux. C'est très très beau, très très fort. Hein. Et c'est une pensée qui est vraiment propre à l'Asie et qui est liée à cette idée de Innen. Hein. Et par rapport à la divination, on pense justement dans la pensée orientale, c'est propre à tout l'Extrême-Orient, il y a les 5 éléments, et alors il y a un autre terme qui n'est pas traduisible, c'est le sajou. Le sajou, chacun de nous, on a un sajou. Alors je vais vous expliquer ça un peu. Il est composé de l'heure, de la date, et à laquelle on est né. En Corée, par exemple, il y a deux genres de 10 heures de bonne aventure. À Tokyo ou à Séoul, dans ces grandes capitales, il y a des rues entières avec des petites 10 heures de bonne aventure. Je vous parlerai des Japonais juste après, et là je vais vous parler des Coréens, donc c'est très actuel. Et ces 10 heures de bonne aventure vont vous demander votre sajou. Ils vont vous demander l'heure, la date à laquelle vous êtes né, parce que ça, c'est votre sajou. On pourrait traduire par destinée, mais c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, je vous ai parlé des 5 éléments avant, et le yin-yang, et à partir de ce sajou, qui vous est propre, et des 5 éléments, et du yin-yang, ils en tirent tout un ensemble de pronostics. Alors, et la personne qui pratique justement ce genre de divination, à partir du Yi Jing principalement, justement, le Yi Jing et le Sajou, les 2 éléments, votre Sajou qui vous appartient à vous, que l'on traduit par la date de naissance, l'année de naissance, l'heure, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez le chamanisme, hein, qui pratique aussi la divination par la transe, on les appelle Mudang, mais ça c'est un autre domaine. Là, c'est ce qu'on a appelé justement au début la divination spirituelle, la divination interne. C'est par la transe, c'est un domaine particulier. Mais il y a les deux en Corée, au Japon aussi, pareil, on trouve les 2 genres de personnes qui pratiquent ces 2 techniques. Hein. Mais c'est très très répandu, on les appelle Yogsulga en Corée. Hein. Et je vous dirai le nom japonais.